Bonsoir. La France a peur. Peur qu'on lui prenne son épargne pour rembourser une dette qui s'affole. En tout cas, c'est peu ou prou ce qu'on pouvait lire dans un article de France Info. Donc cet article m'a donné envie de faire cette vidéo improvisée et je vais partager avec vous l'article, on va le décrypter et voir si ce qui est indiqué dedans est vrai ou faux. Euh, donc dans cet article, il parle déjà des taux à 10 ans. Donc, les taux à 10 ans de la dette française dépassent désormais ceux de la Grèce. Donc ça, c'est un sujet qui est présent depuis longtemps. Donc, ça fait depuis un petit moment déjà que les taux à 10 ans, ils passent au-dessus de la Grèce et ensuite ils redescendent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces taux à 10 ans, c'est le taux auquel la France peut emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Donc, plus ce taux il est élevé, ça veut dire que les opérateurs économiques ont de moins en moins confiance en la France, ce qui signifie qu'ils vont lui prêter de l'argent avec des taux d'intérêt plus élevés. Et donc, les taux de la Grèce sont des taux qui ont atteint des records assez élevés pendant les années 2010. Et donc, aujourd'hui, les taux français, des fois, passent au-dessus de ces taux-là. Donc, les taux auxquels les acteurs économiques achètent de la dette française grimpent et dépassent ce fameux taux de la Grèce. Et donc, ça signifie que sur les marchés, la France aura un peu plus de difficultés à emprunter parce que les acteurs économiques font de moins en moins confiance à la capacité de remboursement de la France. Donc, on peut lire pas mal de choses, en tout cas, dans cet article, mais le point qui m'a intrigué et qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est concernant l'épargne des Français, un pactole qui rassure. Donc, 2 semaines avant la rentrée et l'examen du budget, ça n'est toutefois pas anodin. C'est le signe de tension. Donc, ils expliquent cette histoire de taux d'intérêt. Depuis la dissolution, la défiance est installée. Les marchés doutent de la capacité de la France à redresser la barre. Donc, ce qui est écrit ici, ce qui est inquiétant, ce sont les taux d'intérêt, explique Nathalie Janson. Donc, Nathalie Janson, je l'ai reçue dans mon podcast. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo en description où on parle notamment des stablecoins et de comment les États-Unis utilisent les stablecoins justement pour refinancer leur dette. Donc, le point auquel je voulais arriver, donc une chose rassure cependant les investisseurs, c'est l'épargne record des Français, assure Stéphanie Villet. Donc 6 000 milliards d'euros, presque 2 fois plus que la dette. Ils se disent en cas de crise, l'État pourra piocher dans cette épargne en clair des impôts, ce qui est un peu moins rassurant pour les épargnants français. Donc, on va maintenant voir est-ce que c'est vrai, est-ce que l'État peut comme ça réquisitionner les 6 000 milliards d'euros épargnés par les Français ou pas pour rembourser la dette. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé la question à ChatGPT. Donc, je vais partager avec vous la conversation. Donc ici, je vais augmenter un peu la taille de l'écran là pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc j'ai commencé, explique-moi la loi Sapin 2, parce que j'avais déjà vu des vidéos auparavant qui indiquaient que c'est par le biais de cette loi que l'État pouvait réquisitionner l'épargne. Donc j'ai indiqué, explique-moi la loi Sapin 2 et comment elle permet à l'État de réquisitionner mon épargne. Donc ce que ChatGPT nous répond, c'est que la loi Sapin 2 a été votée en 2016, est officiellement une loi transparence de lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, blablabla. Mais l'article 49 est celui qui concerne directement ton épargne et il a fait beaucoup parler. Pourquoi il a fait beaucoup parler? Donc, que dit cet article? Il permet au Haut Conseil de stabilité financière, présidé par le ministère de l'économie, donc ça veut dire directement le gouvernement, de prendre des mesures exceptionnelles si la stabilité du système financier français est menacée. Donc concrètement, le HCSF peut limiter temporairement les retraits et les arbitrages sur les contrats d'assurance vie en euros, le placement préféré des Français, donc là où tout le monde met son argent et où on incite même les gens qui veulent faire des placements sûrs, soi-disant, à mettre leur argent, bloquer ou plafonner les versements au rachat, donc c'est-à-dire les rachats partiels ou totaux. Donc c'est-à-dire que via cette loi, l'État peut directement dire aux gens de ne plus, bloquer les retraits ou plafonner les versements.
Limiter les avances sur contrat. Donc là, ça veut dire que on limite le fait d'utiliser son contrat d'assurance vie comme un collatéral pour emprunter de l'argent. Donc ces mesures peuvent durer 3 mois renouvelables. Alors, donc on va aller voir dans cette fameuse loi, est-ce que c'est vrai ce que ChatGPT nous raconte? Donc là, je vous mettrai également l'article en commun, le lien en commentaire épinglé. Donc ici, il y a le 5 ter qui indique blablabla. Bla, bla, bla. Donc ils peuvent prendre les mesures conservatoires suivantes. Donc on va augmenter encore l'écran pour que ça soit bien visible. Donc le 5 ter de cet article 49 dit quoi? Donc limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes de versement, restreindre temporairement la libre disposition de toute une partie des actifs. Donc c'est clairement on vous empêche de retirer votre argent. Limiter temporairement pour toute une partie du portefeuille les paiements des valeurs d'achat, de rachat. Donc ça clairement, on peut pas revendre en fait son portefeuille d'assurance vie. Retarder ou limiter temporairement pour toute une partie du portefeuille la faculté d'arbitrage ou le versement d'avance sur contrat. Donc la faculté d'arbitrage dans un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire qu'on peut changer en fait les produits financiers sur lesquels notre argent est placé. Donc ça aussi on peut pas le faire, donc on est bloqué. Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales sociétaires. Donc ici, on parle également de la durée, donc le 5 ter pour une période maximale de 3 mois qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière. Les mesures prévues au C du présent 5 ter ne peuvent être maintenues plus de 6 mois consécutifs. Donc, il n'y a que cette mesure-là, donc limiter temporairement pour toute une partie du portefeuille le paiement des valeurs de rachat. Donc, ça veut dire la capacité de vendre en fait ses parts et de récupérer son argent, qui n'est pas renouvelable, qui n'est pas maintenable en tout cas plus de 6 mois compétitifs. Donc, en tout cas, ChatGPT nous a pas raconté trop de bêtises. En tout cas, l'État peut, à défaut de pouvoir réquisitionner l'argent, peut bloquer le retrait. Donc, on va creuser un peu pour en savoir plus. Est-ce une réquisition de ton épargne? Donc, pas exactement. L'État ne prend pas ton argent directement, mais il peut t'empêcher d'y accéder temporairement pour éviter un mouvement de panique. Par exemple, si trop de gens veulent retirer en même temps. Donc c'est donc une sorte de gel provisoire des liquidités. Donc c'est quand même en fait ton argent qui est bloqué. Mais en cas de crise grave, ce gel peut être renouvelé. Ce qui inquiète beaucoup d'épargnants car en pratique, tu n'as plus la main sur ton argent euh, euh, le temps que l'État décide que tout va bien. Donc c'est l'État en fait qui décide le moment auquel tu peux retirer ton argent. Donc, imaginons un instant que tu es quelqu'un qui part bientôt à la retraite et que tu avais épargné cet argent-là justement pour tes vieux jours. Eh bien, l'État peut décider comme ça que tu es bloqué et tu peux plus retirer cet argent pour mettre en œuvre ton projet. Idem, hein, si tu avais économisé cet argent-là pour les études de tes enfants, donc arrivé à leur majorité, imagine ton enfant doit aller à l'université, donc l'État décide que pendant 6 mois ou plus, tu ne peux pas retirer l'argent que tu as durement gagné, durement épargné, eh bien ça constitue quand même quelque chose d'assez grave pour ne pas s'y intéresser. Donc on poursuit quand même avec ChatGPT pour aller un peu plus loin dans cette histoire. Donc pourquoi cette mesure? L'assurance vie en euros repose sur les obligations d'État et d'entreprise. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc, quand vous ouvrez une assurance vie et que vous mettez votre argent dedans, ce qui est acheté, ce sont des obligations d'État et d'entreprise. Donc, in fine, il y en a qui disent, oh, la bourse, moi, ça me fait peur, etc. Quand vous mettez votre argent sur une assurance vie, eh bien, vous vous exposez quand même au marché financier. Si les taux remontent vite, comme 2022-2023, la valeur des anciennes obligations baisse. Si trop d'épargnants veulent retirer en même temps, les assureurs devraient vendre ces obligations à perte, risque de faillite. Donc la loi Sapin 2 donne donc un filet de sécurité à l'État et aux assureurs, mais au détriment de la liberté de retrait. Donc
voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, ça peut tomber, on va dire, pile au mauvais moment. Donc, le moment de payer des études pour les enfants ou pour assurer sa retraite, des usages qui sont très souvent ceux pourquoi les gens ouvrent des assurances vie. Donc, en résumé, la loi Sapin 2 n'autorise pas l'État à confisquer ton épargne, mais elle lui permet de geler temporairement ton accès à certains placements, notamment assurance vie en euros, afin de protéger le système financier en cas de crise. Donc, on voit toujours que ceux qui sont protégés, c'est toujours le système financier, les assureurs, l'État et jamais les personnes. Alors, du coup, je vais plus loin dans la question. Donc, on a vu que Sapin 2 permet pas de confisquer l'épargne, mais quand même permet de geler le retrait de l'épargne pendant un moment. Et donc, ma prochaine question à ChatGPT, c'était est-ce que l'État peut confisquer l'épargne? Donc, ce qui me répond, 1. Peut-il confisquer directement ton épargne? Donc, non, dans le cadre légal actuel. La loi Sapin 2 permet seulement de bloquer temporairement l'accès à certains produits, comme l'assurance vie en euros. L'État ne devient pas propriétaire de ton argent, il reste investi, donc ton argent reste sur les marchés quand même, mais tu ne peux plus le retirer à ta guise. Donc, pas de confiscation directe prévue par la loi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'article dans la loi française qui permet à l'État de confisquer notre épargne. Par contre, euh, donc, on le dit bien, hein, donc il n'y a pas d'article aujourd'hui prévu, mais l'État peut très bien mettre en place un impôt exceptionnel, peut très bien mettre une loi exceptionnelle en cas de problème. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de cadre juridique aujourd'hui déjà établi qui permet de gagner du temps. Donc, la loi Sapin 2, elle leur permet de gagner du temps et dans un second temps, ils peuvent très bien mettre en place une loi pour ponctionner l'épargne. Alors, existe-t-il un risque indirect de ponction? Donc, c'était ça le point. Hein. Donc, oui, via d'autres mécanismes. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, la fiscalité, l'État peut augmenter les impôts. Donc, ça, c'est la manière la plus simple d'aller taper dans l'épargne des gens, parce que si tu n'as pas de liquidité pour payer les impôts euh, exceptionnels demandés par l'État, eh bien, tu vas aller piocher dans ton épargne. Donc, c'est une manière indirecte de capter une partie de ton argent. Conversion forcée. Donc, théorique, mais déjà vu ailleurs, comme à Chypre. Donc, en cas de crise bancaire majeure, certains États ont imposé des contributions exceptionnelles aux dépôts. En France, ce n'est pas prévu aujourd'hui, mais ce type de précédent existe en Europe. Inflation monétaire. Donc, c'est là où je veux en venir, parce que ça, c'est la pépite, c'est, on va dire, le hack ultime que l'État a pour récupérer l'argent. On se pose jamais de questions d'où vient l'augmentation des prix, d'où viennent l'inflation qu'on constate sur la perte de notre pouvoir d'achat. Eh bien, l'inflation, c'est une façon très subtile de capter l'épargne des gens sans qu'ils s'en rendent compte et sans créer des émeutes dans les rues. Donc, on va revenir plus tard sur ce point-là dans la vidéo. Donc, si l'État finance ses dépenses en laissant filer la dette et en créant de la monnaie via la BCE, ton épargne perd en valeur réelle. Donc, c'est ça, en fait, la réalité. Même si elle n'est pas confisquée juridiquement. Donc la question centrale qui est, l'État pourra piocher dans cette épargne en clair des impôts. L'État le fait déjà. L'État pioche en fait déjà dans l'épargne. Déjà, l'État confisque déjà ton pouvoir d'achat, ton argent, via le mécanisme d'inflation qui lui est beaucoup plus subtil et justement, on va dire, crée moins de remous sociaux, moins de perturbations parce que personne ne s'intéresse réellement à ce phénomène. Personne ne proteste en réalité contre ce phénomène parce que la plupart des gens ne le comprennent pas, ne savent pas en fait que c'est une façon pour l'État justement de capter l'épargne. Donc, on ne fait que le constater et le subir depuis des années, mais sans vraiment en fait savoir pourquoi ce phénomène existe. Donc, en tout cas, comme on peut le lire ici, c'est que ton épargne perd de sa valeur. Donc, même si ton argent il est sur un livret A, sur un fonds en euros ou autre, eh bien, l'État se sert déjà dessus grâce au phénomène d'inflation monétaire et à l'impression d'argent qui est fait à chaque fois. Donc, alors, qu'est-ce que l'État peut faire? Donc, bloquer ton argent, pour résumer, avec Sapin 2, taxer davantage, oui, donc pour récupérer, confisquer purement et simplement ton assurance vie, ton PEL ou ton compte bancaire. Donc non, pas légalement en France aujourd'hui,
cela nécessiterait une loi exceptionnelle. Donc, il faudrait une loi exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loi, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est prévu dans le cadre législatif français. Donc, l'État ne peut pas confisquer directement l'épargne, il faudrait changer la loi. Et en revanche, il peut geler ton argent avec la loi Sapin 2 qui existe déjà, taxer plus lourdement et laisser l'inflation grignoter ton argent parce que ils vont en récupérer. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Ils impriment de l'argent d'un côté, donc toi, ça te fait perdre ton pouvoir d'achat de l'autre, mais tu as l'impression en fait qu'il ne se passe rien, mais en réalité, eh bien, tes 10 000 euros qui étaient sur ton livret A que tu pensais sûr, eh bien, ils ont perdu en pouvoir d'achat et maintenant, en réalité, en valeur, ils ne valent plus que 7 000 euros ou 6 000 euros. Donc, on va plus loin. Donc, qu'est-ce que je lui ai posé comme question? Et le livret A. Donc, est-ce que le livret A, on peut le capter? Donc, il dit la loi Sapin 2 concerne surtout les assurances vie en euros et certains produits financiers gérés par les assureurs. Le livret A est un compte réglementé. Les règles sont fixées directement par l'État et la Banque de France. Le plafond, le taux, la fiscalité. Donc, pas de possibilité de bloquer les retraits sur le livret A via Sapin 2. Mais alors, où va l'argent du livret A? Environ 60% des dépôts sont centralisés à la Caisse des dépôts et des consignations, et cet argent sert à financer le logement social, les collectivités et parfois les projets d'État. Le reste des 40% est utilisé par les banques pour financer l'économie. Donc, financer l'économie utilisée par les banques, ça veut dire que elles le placent auprès de la banque centrale et reçoivent des intérêts qu'ils ne vous ont jamais versés. En clair, ton argent n'est pas en attente sur ton livret, il est déjà prêté par l'État et les banques. Mais tu gardes en garantie la disponibilité immédiate. Donc ça, c'est bien pour conserver un matelas de sécurité, pour faire face à des coups durs de la vie qui peuvent arriver. Voilà, on ne sait jamais, mais en tout cas, en aucun cas pour avoir une épargne de long terme. L'État peut-il confisquer ton livret A? Pas directement. Le livret A est garanti par l'État, les dépôts sont sécurisés et tu peux retirer ton argent à tout moment. Pour confisquer, il faudrait changer la loi, ce qui provoquerait une crise politique énorme vu que plus de 55 millions de Français, bien évidemment, ont un livret A. Que peut faire l'État avec ton livret A? Même sans le confisquer, il peut fixer les taux, donc ça on l'a déjà vu, il peut modifier la fiscalité, imposer des plafonds plus stricts, donc aujourd'hui c'est 22 500 euros, donc il peut limiter les plafonds. Donc, en résumé, le livret A n'est pas concerné par la loi Sapin 2, l'État ne peut pas le confisquer, mais il contrôle totalement le taux, la fiscalité et l'utilisation des fonds. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Donc, pour aller plus loin, pour revenir toujours au point de l'article qui était de savoir est-ce que vraiment l'épargne des Français peut être utilisée pour financer, pour rembourser la dette, eh bien, je vous pose directement la question. Comment l'État peut utiliser mon épargne pour rembourser la dette? Donc, il me répond, il y a plusieurs façons de le faire. L'État n'a pas besoin de prendre ton argent directement pour s'en servir. Il existe plusieurs mécanismes pour lesquels ton épargne sert déjà, peut servir à financer la dette publique. Donc cette fameuse dette qui est croissante, souvent, quand tu discutes avec certaines personnes, ils ont l'impression que ça ne les concerne pas et que c'est la dette, c'est l'État français qui a endetté, on peut pas mettre un pays en prison, donc c'est pas grave. Pour financer le train de vie dispendieux de l'État, l'État n'a qu'à continuer à s'endetter et ça ne les concernait pas. Pourtant, en vrai, c'est notre épargne en fait directement qui est concernée par ce problème de dette galopante. Donc, on va le voir dans le reste de la réponse de ChatGPT. Donc, via l'assurance vie en euros, les contrats d'assurance vie, donc presque 1800 milliards, sont massivement investis sur les obligations d'État français. Donc, les obligations d'État, en fait, c'est la dette. Donc, en gros, eh bien, vous payez de la dette française quand vous mettez votre argent sur un fonds euro dans une assurance vie. Voilà. Donc, quand tu mets ton argent en assurance vie, ton assureur utilise ces fonds pour acheter de la dette publique. Donc, une partie tu fais partie en fait des personnes à qui la France doit de l'argent, si tu as de l'argent sur une assurance vie, sur un fonds euro. Donc, imagine que tu dois de l'argent à quelqu'un et tu vois que la personne est en train de dépenser beaucoup d'argent avec un train de vie qui est largement supérieur à ce qu'il peut se permettre. Et en plus de ça, cette personne est surendettée. Donc, est-ce que tu auras confiance pour redonner ton argent à cette personne? Et c'est pourtant ce que
plusieurs personnes font à chaque fois qu'elles mettent de l'argent sur une assurance vie en fonds euros. Donc, résultat, ton épargne finance directement l'État. Et toutes ces dépenses excessives. Si trop de gens veulent retirer leur argent en même temps, cela pourrait forcer les assureurs à vendre ces obligations, risque de crise, d'où la loi Sapin 2. Donc, en plus de ça, cette personne à qui tu dois de l'argent met une loi pour se protéger, pour t'empêcher de retirer ton argent à un moment donné de façon tout à fait légale. Via le livret A, donc l'argent sur le livret A ou les LDDS est centralisé en grande partie à la Caisse des dépôts. Officiellement, il sert à financer le logement social, les collectivités locales, la transition énergétique. Indirectement, cela libère d'autres ressources d'État qui peut alors être utilisées pour payer sa dette. Donc en gros, tu payes des choses à la place de l'État, donc il peut utiliser son argent pour payer la dette. Donc c'est une façon d'utiliser ton argent pour payer la dette. Donc via les banques et ton compte courant, quand tu laisses ton argent sur un compte courant, ta banque ne le garde pas dans un coffre. Elle le prête, l'investit et achète notamment des obligations d'État. Encore une fois, les mêmes obligations d'État. Donc, même ton argent dormant contribue à financer la dette publique. Donc, en gros, on est tous des financeurs de dette publique. Et mon point préféré, l'inflation qui revient encore. Donc, si l'État s'endette et que la BCE maintient une inflation élevée, la valeur réelle de ta monnaie et de ton épargne baisse. Donc, en réalité, ce mécanisme, c'est un mécanisme qui est très puissant. C'est même celui que l'État préfère parce que il est de façon politique, il est indolore. Parce que personne ne s'intéresse à pourquoi les taux montent et baissent. C'est pas quelque chose qui rentre dans le débat public. C'est pas quelque chose qui nécessite un suffrage. Donc personne ne vote en fait, ne donne des pouvoirs à Christine Lagarde pour lui dire maintenant tu vas augmenter les taux de temps de temps. Tout le monde s'en fout en fait des taux directeurs qui sont fixés par la BCE, alors que ces taux-là ont un impact direct sur notre épargne. Donc exemple, 1000 euros sur ton livret A avec un taux de 3%, alors que l'inflation est à 6, tu perds du pouvoir d'achat. Mais la dette de l'État s'allège en proportion. Voilà, donc ils ont trouvé le mécanisme parfait pour pouvoir financer et continuer à s'endetter, et ce, à ton détriment, parce que c'est ton épargne en fait qui est utilisée. C'est une façon indirecte de te faire contribuer au remboursement de la dette. Donc, cette histoire de dette galopante, elle concerne tout le monde. C'est une question importante, d'autant plus qu'il y a plein de gens qui épargnent sur des fonds euros, qui épargnent dans des livrets A pour pouvoir préparer la suite, pour pouvoir préparer leur retraite, pour pouvoir faire face à divers problèmes de la vie. Et cet argent-là, il est en train de financer une dette abyssale. Donc, c'est un sujet qui doit intéresser tout le monde. Via une taxe ou un prélèvement exceptionnel, donc scénario de crise, aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui permet de confisquer directement, ça on l'a déjà dit, mais en cas de crise majeure, le gouvernement pourrait voter une taxe exceptionnelle sur le patrimoine ou l'épargne, ça c'est déjà vu. Exemple, en 52, en France, création d'un impôt exceptionnel de solidarité nationale pour reconstituer les finances d'après-guerre. Exemple plus récent, à Chypre, en 2013, les dépôts bancaires supérieurs à 100 000 euros ont été taxés de force pour sauver les banques. Voilà, pour sauver les banques. Bon, sans commentaire. Donc, en résumé, ton épargne peut financer la dette sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ce qui est fait, hein, c'est déjà le cas. Donc, l'article parlait d'impôts ici, donc il demandait ici, donc ils se disent qu'en cas de crise, l'État pourra piocher dans cette épargne en clair des impôts. L'État pioche déjà dans l'épargne par le mécanisme d'inflation, par tous les mécanismes qu'on a vus, et l'impôt n'est pas la seule façon de le faire. Donc assurance vie, les placements sur les obligations d'État, livret A, les banques, elles utilisent les dépôts pour acheter de la dette. L'inflation, donc ton argent perd de la valeur et la dette s'allège. En cas de crise grave, on peut faire un prélèvement obligatoire. Alors, donc pour aller plus loin dans la question, je lui ai demandé concernant l'assurance vie, ça concerne les fonds euros ou les UC. Donc il faut savoir que sur une assurance vie, on peut mettre du fonds en euros, mais on peut mettre aussi les unités de compte qui sont par exemple des actions. On peut mettre d'autres produits financiers comme des produits structurés, certaines
certaines assurances vie permettent même de mettre des SCPI. Donc, il y a plusieurs produits financiers comme ça qu'on peut mettre dans une assurance vie. Donc, voilà, très bonne question. Tu as raison de distinguer le fonds en euros des unités de compte, parce que c'est le fonds en euros qui permet d'alimenter l'achat de la dette. Par contre, les unités de compte, si tu achètes une action, tu achètes une action. Donc, c'est pas vraiment, enfin, tu n'investis pas directement dans la dette. Si dans ton assurance vie, tu as uniquement des actions. Donc, ce qu'ils indiquent ici, en fonds en euros, c'est eux qui sont visés par la loi Sapin 2. Pourquoi? Parce que les fonds en euros sont majoritairement investis sur les obligations d'État. Donc, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est ce qu'on a lu avant. Donc, si tout le monde retire en même temps, blablabla, donc ça, on l'a déjà vu. Les unités de compte, elles sont investies sur des supports variés. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc des actions, des ETF, donc des paniers d'actions, du private equity. En théorie, la loi Sapin 2 peut aussi s'appliquer aux unités de compte. Donc, ne vous dites pas, ah, bah, moi, j'ai une assurance vie, mais par contre, j'ai investi sur des actions ou des fonds comme des ETF dedans, donc je suis épargné. Non. L'article 49 parle des contrats d'assurance vie dans leur ensemble, pas uniquement des fonds en euros. Donc, le fait de bloquer le retrait peut bien évidemment s'appliquer aussi si vous avez des unités de compte. En pratique, le risque est beaucoup plus faible. Les unités de compte sont directement liées à la valeur du marché des actifs. Donc, on ne peut pas d'un coup limiter la valeur d'une action qui est cotée en bourse. Donc, si tu veux vendre, tu sors de la valeur du marché, même si ça baisse. Donc, du coup, tu peux bien sortir quand tu veux. L'assureur n'a pas le même problème de liquidité parce que c'est vendu directement sur les marchés financiers. Donc, imagine dans ton assurance vie, eh bien, tu as une action Nvidia, une action très très liquide, eh bien, l'assureur n'aura pas de problème de liquidité, même si tout le monde veut vendre. Donc, il peut très bien le vendre sans risquer, en fait, sans qu'il y ait de risque systémique. Enfin, sauf si tous les actionnaires en fait de Nvidia veulent vendre en même temps, et ça, c'est vraiment un scénario assez catastrophique. Donc, la loi Sapin 2 permet aussi de bloquer les arbitrages. Donc, par exemple, tu te dis, ça sent pas bon, je vais passer du fonds euro aux unités de compte. Donc, placer par exemple sur un fonds en ETF. Donc voilà, passer ton épargne de fonds en euros à un ETF, eh bien, bah, tu peux pas le faire parce que c'est bloqué si la loi Sapin 2, en tout cas l'article 49 de la loi Sapin 2 s'applique. Voilà. Donc, est-ce que je lui ai posé encore comme autre question? Est-ce que l'État peut voter une loi exceptionnelle pour récupérer toute une partie de l'épargne en cas d'instabilité économique ou si les taux d'intérêt UAT, donc les taux des bons, grimpent trop et que la France ne peut plus emprunter? Donc, si les gens veulent plus prêter de l'argent à la France sur les marchés financiers, eh bien, bah oui, la France peut bien évidemment voter un tout nouvel impôt. Ça, on l'a vu dans les réponses précédentes. Donc, une taxe exceptionnelle, conversion forcée. Donc, on t'oblige à convertir directement ton épargne. Et là, on fait plus semblant. Et avec une contribution pardon, obligatoire au-dessus d'un certain seuil. Les précédents, eh bien, bah, il y a déjà eu la mise en place d'un impôt, comme on avait vu avant, un nouvel impôt exceptionnel euh, sur le capital pour pouvoir financer l'économie d'après-guerre. En Italie, en 1992, un prélèvement de 0,6% sur tous les dépôts bancaires ont été imposés du jour au lendemain. Et à Chypre, voilà. Donc, en tout cas, on est dans une situation économique aujourd'hui où on peut se poser des questions. Il y a plusieurs solutions pour protéger son épargne en fait de ce genre de choses. Bitcoin en fait partie. Donc j'ai fait une vidéo pour l'instant où j'ai pas encore prononcé le mot Bitcoin, mais je pense que vous voyez bien où je veux en venir et que bah, des solutions justement telles que Bitcoin et bien même les marchés actions. Si vous avez un compte titre, donc si vous voulez investir en actions, un compte titre, bah, vous avez vos actions dessus. Personne ne peut vous empêcher de les vendre et personne ne peut les réquisitionner. Sauf s'ils nous pondent une loi où maintenant, comme ça a été le cas aux États-Unis en 1873, si je me trompe pas, où finalement l'État a demandé aux gens en fait qui n'étaient de ramener leur or. Il n'était plus possible en fait de détenir de l'or en physique chez soi. Et donc, bah, ils ont réquisitionné l'or des gens et ils les ont échangés contre la valeur en billets de banque. On a vu la suite, hein, ces billets de banque se sont dévalués, donc les gens ont finalement perdu de l'argent sur le long terme et s'ils avaient gardé leur or, leur argent se serait valorisé parce que le cours de l'or a évolué. Donc c'est toujours mieux d'avoir des actifs que de l'argent cash, en tout cas, euh,
toute proportion gardée, bien évidemment, mais en tout cas, surtout du cash dans des monnaies telles que l'euro ou le dollar qui se déprécient avec le temps. Enfin, même toutes les monnaies fiduciaires fonctionnent de la même façon. Donc, dans quel contexte cela peut arriver si les taux d'intérêt explosent? Donc, pour revenir au début de la vidéo, le constat qui est fait, c'est que les taux d'intérêt de la dette française augmentent. Donc, on peut très bien arriver à cette situation, même si on en est encore loin, et que voilà, donc les taux d'intérêt explosent et que la France n'arrive plus à se financer. Donc, risque de défaut, l'État peut chercher à mobiliser de l'épargne nationale. Si une crise bancaire majeure surgit, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, donc ça peut arriver. Risque de faillite systémique, une ponction peut être imposée pour sauver les banques avec l'argent des épargnants. Donc, je reviens encore sur ce terme, sauver les banques, sans commentaire. Si une crise bancaire budgétaire empêche l'État de payer ses fonctionnaires et les services publics, eh bien, il pourrait instaurer une contribution exceptionnelle sur le patrimoine. Et pour moi, c'est celle-ci qui est plus plausible, parce que si vous avez écouté les podcasts de notre cher Premier ministre, eh bien, on y arrive petit à petit dans la crise budgétaire parce que la France manque d'argent. Donc, ces scénarios qui sont décrits ici, ils ont l'air un peu futuristes, mais ils sont plausibles. Est-ce probable aujourd'hui? Donc, ChatGPT dit que à court terme, c'est peu probable car la France emprunte toujours sur les marchés, même si les taux montent. Donc, pour l'instant, les gens prêtent de l'argent, mais ils le prêtent à des taux élevés. L'UE et la BCE disposent encore d'autres outils. Donc, le fameux quantitative easing, en fait, bah, voilà, c'est de l'impression monétaire tout simplement. Et ça crée moins de remue-ménage en fait politique parce que les gens se rendent pas compte qu'on est en train de leur prendre de l'argent. Donc, c'est plus intéressant de passer par là. À long terme, pas impossible, car la dette publique de la France dépasse de 110% du PIB. Et si les taux montent trop et que la charge de la dette devient insoutenable, l'État pourrait tenter de mobiliser l'épargne domestique, qui est énorme, plus de 6 000 milliards. Et ça, on le voit revenir souvent dans la bouche des politiques, souvent dans les médias. L'épargne des Français, les Français ont beaucoup d'épargne, les Français ont beaucoup d'épargne, donc c'est un sujet qui, je pense, en tout cas, alimente les fantasmes. En tout cas, ces 6 000 milliards là, beaucoup de personnes ont les yeux dessus et je pense qu'ils seraient intéressés pour les récupérer pour enfin en finir avec cette question de la dette. Mais la question, c'est que, eh bien, une fois qu'ils ont fait ça, bah, si rien n'est fait pour que on ne soit plus endetté, eh bien, dans 10, 20 ans, on va revivre la même chose et donc il va falloir encore récupérer l'épargne des Français. Donc, imaginez quelqu'un qui a travaillé 20, 30 ans pour mettre de l'argent de côté, pour préparer ses vieux jours, financer les études de ses enfants, eh bien, il retrouve son épargne qui est ponctionnée parce que on a un pays qui est mal géré. Donc, en résumé, oui, l'État peut voter une loi exceptionnelle pour prélever une partie de l'épargne privée en cas de risque majeur. Ce ne serait pas une confiscation sauvage, mais une taxe ou une contribution exceptionnelle votée au Parlement. Encore heureux. C'est rare, politiquement explosif, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc là, du coup, je lui pose une autre question pour ne pas créer de révolte. Euh, est-ce que tu penses que, ouais, je me suis trompée ici, l'État peut préférer l'impression monétaire, même si au fond, ça revient à la même chose, puisqu'on réduit le pouvoir d'achat des Français. Donc, deux grandes façons de faire payer la dette. Donc, tout ça, on l'a déjà vu avant, donc il rappelle ici, je vais pas tout lire, mais en résumé, ce qu'il nous indique, c'est que oui, la ponction directe sur l'épargne, l'impôt et tout ça, bah, son inconvénient principal, c'est que c'est visible et brutal, donc ça peut déclencher une perte de confiance et une révolte. Par contre, l'impression monétaire, ça, c'est intéressant en tout cas pour un État, parce que l'avantage, c'est que c'est invisible et diffus. Les gens ne voient pas directement un prélèvement, on vient pas leur prendre de l'argent dans leurs mains, mais on dilue le pouvoir d'achat de façon diffuse en tout cas. Donc l'inconvénient, c'est qu'il y a de l'inflation, perte du pouvoir d'achat, érosion lente de l'épargne. Donc tes 10 000 euros, c'est toujours écrit 10 000 euros sur ton compte, mais en réalité, ça en vaut plus que 7. Donc, pourquoi l'État préfère l'impression monétaire? Pour les raisons qu'on a déjà expliquées. Politiquement, c'est plus acceptable. Personne ne descend dans la rue contre une inflation importée ou conjoncturelle, même si en réalité, elle est en réalité liée au choix monétaire.
Donc, en gros, personne ne va aller se plaindre, en fait, de l'inflation monétaire, même si on a eu effectivement la crise des gilets jaunes, etc. Mais les gens, la plupart du temps, en fait, sont juste amorphes face à ce sujet parce que c'est pas quelque chose, en fait, qui vient leur enlever de l'argent de leur poche d'un coup. Ils le voient, bah, quand ils vont à la pompe à essence, quand ils vont faire leurs courses, etc. Tout le monde en parle, mais personne ne se révolte contre ce sujet. Donc, pour l'État, c'est beaucoup plus intéressant, en fait, de passer par l'impression monétaire pour confisquer l'épargne des gens. Donc, l'inflation agit comme une taxe cachée. Ton salaire n'augmente pas aussi vite que les prix. Tes économies sur ton livret A ou fonds euro rapportent moins que l'inflation. Tu perds en valeur réelle. Ça permet aussi de diluer la dette. Si l'inflation est à 5%, mais que ta dette ne bouge pas, en 10 ans, son poids réel diminue fortement. Donc, on prend un exemple concret ici. Si la France doit 3 000 milliards et qu'on génère 5% d'inflation par an, dans 10 ans, la dette aura perdu près de 40% de sa valeur. Mais il y a la limite. Si l'État abuse de l'impression monétaire, perte de confiance dans la monnaie, on a des exemples extrêmes, hein, donc l'Argentine, Turquie, etc. L'euro étant une monnaie partagée, la France ne peut pas imprimer seule, elle dépend de la BCE. Donc la BCE est coincée entre aider les États surendettés, comme la France, l'Italie, l'Espagne, euh, et ne pas faire fuir la confiance en l'euro, surtout face au dollar. Voilà, donc ici, on va terminer en fait par ça, pour voir un peu depuis la création de l'euro, euh, combien de pouvoir d'achat on a perdu à cause de l'impression monétaire. Donc 99, naissance de l'euro, monnaie scripturale, donc des billets en circulation dès 2022. Mission officielle de la BCE, maintenir l'inflation proche de 2%. Depuis 2008, la BCE a utilisé massivement le quantitative easing, c'est-à-dire, en gros, pour faire simple, hein, l'impression monétaire, pour soutenir l'économie. Donc, les grandes vagues de QE en Europe. Donc, crise financière, baisse des taux massifs, premier rachat d'actifs. Donc, on rachète les actifs, ce qui revient in fine à imprimer de l'argent. 2015, QE de Draghi, donc programme massif de rachat de la dette publique et privée, environ 2600 milliards qui sont injectés. Donc, on fait tourner la planche à billets. 2020, Covid, programme d'urgence PEPP, plus de 1800 milliards de dollars qui sont injectés. Donc, pareil, on imprime et toi, ton pouvoir d'achat diminue. De 2022 à 2023, crise énergétique et inflation, fin du progressive quantitative easing, mais le bilan de la BCE a encore gonflé à plus de 8000 milliards. Impact sur le pouvoir d'achat, donc la partie la plus importante. Donc avant 2008, l'inflation relativement stable autour de 2% par an, le pouvoir d'achat globalement maintenu. Après cette vague d'impression monétaire, donc les liquidités créées n'ont pas provoqué de forte inflation immédiate. Et c'est ça aussi l'intérêt en fait de l'inflation, c'est que comme c'est diffus, c'est pas tout de suite en fait qu'on voit les effets, ils arrivent de façon un peu plus lente dans le temps. Donc beaucoup sont restés dans la sphère financière, mais elles ont alimenté une hausse des actifs, donc l'immobilier, l'action, les obligations. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'effet cantillon pour expliquer que quand on a des actifs, donc comme l'immobilier, les actions, du Bitcoin, eh bien, on profite, entre guillemets, de cette impression monétaire parce que souvent, l'argent qui est injecté comme ça dans l'économie va augmenter le prix des actifs. Donc, c'est pour ça qu'il est plus intéressant d'avoir des actifs, euh, parce que quand on n'a pas d'actifs, en fait, ce qu'on récolte, c'est l'inflation. Et derrière, en fait, on n'a pas le bon côté, ou, enfin, je dirais pas le bon côté parce que c'est pas quelque chose forcément de positif, mais on n'a pas les retombées de cette planche à billets qui tourne. En gros, on est trop loin du robinet lorsqu'on n'a pas d'actifs. Donc, ce qui a creusé une égalité entre ceux qui possèdent du capital et ceux qui n'en ont pas. Donc là, je fais une pause en fait dans cette vidéo pour indiquer aussi que ce phénomène, pour moi, il va accentuer, enfin, il s'applique aussi notamment au Bitcoin. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, et puis déjà, ça a déjà commencé, hein, depuis la création du Bitcoin, l'écart se creuse, en tout cas l'écart financier entre ceux qui ont du Bitcoin sur le long terme et ceux qui n'en ont pas. Donc, dans les prochaines années, donc au même titre que pour les actifs, donc ceux qui n'avaient pas d'immobilier
ou qui n'ont pas d'immobilier ou qui n'ont pas d'actions, eh bien, ils s'appauvrissent au fur et à mesure que le temps passe du fait de l'inflation monétaire. Et Bitcoin vient se rajouter aussi comme classe d'actifs et l'écart, en fait, il va se creuser de plus en plus puisque ce système, il continue. Ce système d'inflation monétaire et d'impression monétaire, il continue. Et donc, bah, l'écart va se creuser entre ceux qui ont du Bitcoin et ceux qui n'ont pas de Bitcoin. Donc, en tout cas, je voulais préciser aussi ce point-là. Donc, après le Covid, le choc repart violemment jusqu'à 10% en 2022 dans la zone euro, donc une grosse inflation. Donc tout ce qui a été fait avant, à un moment donné, ça a un impact. Résultat, perte de pouvoir d'achat net pour les ménages, dont les salaires et l'épargne n'ont pas suivi. Et puis la plupart des ménages n'ont pas d'actifs, les gens n'investissent pas. Souvent, c'est une résidence principale et c'est pas pour la plupart des gens. Donc, euh, ils récoltent directement ils sont par la conséquence en fait de l'inflation monétaire qui est l'inflation. Donc, exemple, un livret A rémunéré à 0,5% en 2020 avec une inflation à 6% en 2022, bah, tu perdais 5% du pouvoir d'achat, ce qui est énorme. Donc, bilan global depuis 1999, inflation cumulée dans la zone euro, plus 60%. C'est énorme. Depuis sa création, source Eurostat, le pouvoir d'achat réel, donc les salaires ont progressé, mais moins vite que l'inflation sur certaines périodes, surtout en 2021. L'épargne en produits sécurisés, livrés, fonds a largement été érodée. Donc tous les gens, depuis la création de l'euro, qui ont leur argent en euros sur des livrets ou des fonds, eh bien ils ont en réalité perdu de l'argent. L'État leur a confisqué leur argent sans leur dire. Par l'inflation, les grands gagnants du QE, eh bien, ce sont les détenteurs d'actifs financiers et immobiliers. Et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça va continuer à fonctionner. Les perdants, ce sont les épargnants prudents et la classe moyenne sans patrimoine. C'est toujours les mêmes, en fait, qui perdent et c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est pour ça, je vous invite vraiment à voir ma vidéo sur l'effet Cantillon où j'explique bien ce phénomène qui fait que, bah, comme il y a le robinet monétaire en fait qui tourne, quand on n'est pas proche en fait du robinet, on peut pas recueillir l'eau. Et la façon d'être proche de ce robinet, eh bien, c'est de détenir des actifs financiers et immobiliers. Et j'expliquais également dans cette vidéo qu'aujourd'hui, le Bitcoin est en train de se positionner comme l'un des actifs qui capte le plus la liquidité. Et donc, c'est un actif qui est très intéressant sur le long terme pour pouvoir conserver son pouvoir d'achat. Voilà. Donc, résumé simple, depuis la création de l'euro, ton pouvoir d'achat a été grignoté d'environ 60% par l'inflation cumulée. Le quantitative easing a accentué ce phénomène. Il a sauvé les États et les banques, sans commentaire, mais il a gonflé le prix des actifs immobiliers et bourses. Donc, voilà, il faut investir, en tout cas, si on ne veut pas avoir, mettre son argent, son eau, entre guillemets, dans un seau percé. Donc, il faut payer la facture faites payer la facture aux ménages via l'érosion silencieuse de l'épargne. Et voilà, je vais arrêter là cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, mais c'était pour expliquer comment l'État récupère déjà notre argent via le phénomène d'imposition trop forte, mais également via le phénomène d'inflation qui pour moi est le plus subtil et le plus vicieux. À une prochaine fois.